Cette partie-là, en fait, on va couvrir. Déjà, vous avez entendu parler, vous voyez partout les banners, les stickers, les posters, les photos concernant cette relation Oracle et le Red Bull Racing. Et certains d'entre vous avez vu les t-shirts aussi qu'on porte souvent quand on est dans les différents booths, etc. Donc, cette chaîne, elle est dédiée autour de qu'est-ce qu'on a fait, mais en fait, c'est pas pour vous dire que les données qu'on va présenter, etc., ne sont pas tout à fait réelles. Ce sont bien sûr, on va le faire en mode démon. Donc, on va raconter cette histoire, comment on est arrivé à faire ça et quels sont les différents composants de Oracle qu'on a utilisés. C'est une solution bout à bout, donc il y a différents composants qui sont présentés et on est quatre à vous présenter ça. Moi, je me présente Scalidar, je suis un cloud architecte chez Oracle depuis un peu plus d'un an. Et avec moi seront mes collègues Nicolas Desira, Sandy Fadel et Salem Khalil qui ont des différents rôles, principalement des architectes. Et Sandy qui est notre Black Belt côté analytics. Black Belt, c'est vraiment des spécialistes chez nous. Et on va vous faire parcourir quelques slides et quelques démonstrations. Mais surtout, n'hésitez pas à faire poser vos questions, etc. Mes autres collègues pourront répondre. Ou sinon, à la fin de cette session, on va essayer de garder un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, on va commencer par vous parler d'un peu de qu'est-ce qu'on a prévu en termes de l'agenda. Déjà, le démo inspiration, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quoi l'inspiration derrière? C'est quoi l'histoire? Comment on est arrivé à faire ce qu'on présente aujourd'hui? Et on va parler des différents types de personnages, comme vous imaginez, les besoins de données, des analytiques ne sont pas les mêmes. C'est différents types de profils qu'on peut rencontrer. Ensuite, on va rentrer plus dans la profondeur. On va commencer à parler de l'architecture. On va rentrer dans les éléments de design, c'est-à-dire en fait, par exemple, un data engineer, comment elle va designer le système, quels sont les différents composants, pourquoi ces composants ont été mis en place. Il y a une partie de prediction, c'est-à-dire par exemple prédire des différents rankings dans le futur et aussi voir en fait les différents rankings des courses en cours, des courses de passé, de l'historique aussi. Différents dashboards qu'on va vous montrer qu'on a construit et puis en mode un peu l'intelligence artificielle, comment on peut discuter avec tous ces insights, toutes ces données en mode conversationnel, en mode langage naturel et behind the scenes derrière, vraiment, en fait, sur valeur ajoutée avec un mapping avec nos différents composants technologiques. Donc, c'est pour vous montrer concrètement, bout en bout, comment le stack technologique de IA et de data de Oracle pour répondre à ce besoin en particulier. Là, on parle de la transformation des données brutes d'une course et de générer des insights en temps réel à l'aide de ces données et nos modèles d'IA, etc. Objectif, il est simple. On a différents types de personnages, que ce soit des fans, ce soit par exemple, les data scientists, que ce soit des utilisateurs finaux de ces données qui ont besoin pour pouvoir prendre des décisions stratégiques en mode très, très rapide et très, très trustworthy. Donc, c'était un démo bout en bout, comme je viens de dire, pour vous illustrer les différentes technologies, les différentes composants. Par exemple, il y a une de nos solutions qui s'appelle AI Data Platform, qu'on va vous montrer pour la première partie, et comment en fait cette plateforme nous permet de ingérer ces données, de les travailler, de les transformer et ensuite faire une deuxième étape en mode machine learning pour prédire l'avenir, pour prédire différentes, en fait, faire la prédiction de différentes sortes
et créer des insights en mode de visualisation, les dashboards, les graphiques avec notre solution Oracle Analytics Cloud. Et à la fin, comment notre plateforme agentique et générative AI avec les d'autres composants, par exemple un MCP server, la partie vector search, etc., que vous pouvez utiliser finalement cet aspect conversationnel et décisionnel de ces données on a récupérées en amont. Euh, voilà, on va vous parler de ces personas que je vous ai dit. Quels sont les différents types de personas qu'on est en train de parler? Les différentes personas qui ont les besoins des fois complètement différents. Par exemple, un data architecte ou un data engineer ne va pas les donner les mêmes façons, il n'utilise pas les données les mêmes façons. Un race strategist, ce qu'on appelle un stratège de course en Formule 1, c'est quoi en fait? C'est un responsable de l'élaboration et l'exécution des décisions tactiques pour aider les pilotes de course à optimiser leur performance, des fois en temps réel, pour pouvoir prendre les décisions stratégiques basées sur les différentes analyses des données. Des fans, des utilisateurs, des gens qui regardent à la télé comme vous et moi, les broadcasters de télé, quand ils ont beaucoup de données complexes devant, comment les interpréter, comment les voir en temps réel, ce qui se passe et pouvoir en fait réagir, interagir avec ces données. Un data architect, en fait, c'est lui qui construit un plateforme, le framework, comment les données sont ingérées en côté, comment ces données sont traitées en mode toute sécurité, avec qui elles sont partagées, avec qui on va donner des accès, comment on va gérer la traçability de ces données et le data engineer éventuellement qui va faire une pipeline pour traiter ces données, les prendre d'un côté, ensuite traiter et mettre en disposition des data scientists ou des AI et BI developers pour créer des différents types de dashboards ou les différents types d'algorithmes de machine learning ou interagir avec un génératif IA derrière. Euh, dans la première étape, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est un architecte qui va commencer à discuter avec tous ces différents types de personas, les différents types d'utilisateurs et voir quels sont les besoins. Pas seulement côté IA, mais du côté data. Et comment il procède? En fait, il commence à déjà analyser l'écosystème existant. Ok, il commence à analyser ces données, comment elles sont stockées, où elles arrivent, où elles sont générées. Et en fait, il rend compte qu'il y a besoin de aujourd'hui, il y a cette fragmentation qui était en place, qu'il a besoin de mettre une gouvernance en place, la traçabilité, les accès à ces différents types de données. Et ensuite, cet architecte, il a sorti, on va dire, un high-level diagramme d'architecture pour pouvoir dire en fait en toute sécurité comment quel sera le flow de mes données, où elles vont arriver, comment elles vont être insérées, ingérées dans mon système, ensuite les transformer avant de mettre en place une gouvernance et envoyer l'autre côté de les différents utilisateurs. Et on map une couche technologique avec ses valeurs business derrière. Donc, chaque technologie qu'on présente aujourd'hui a une certaine valeur pour le business. Et qu'est-ce que et en termes de high-level architecture, là, en fait, vous voyez un peu en mode gris dans le background, mais on va rentrer un peu plus dans la profondeur. Là, c'est pour vous dire concrètement parlant, en fait, ces différentes composants, pourquoi on a utilisé ça. La première partie, AI Data Platform pour les différents traitements de données. Le Object Storage pour pouvoir stocker ces données, surtout en mode fichier. Pour vous dire, en fait, on est capable de gérer différents types de fichiers, que ce soit en JSON, que ce soit des CSV, que ce soit des fichiers parquets.
ou que ce soit en mode en lakehouse, les données en format Delta Tables. Et on a aussi utilisé la base de données Autonomous et des composants des génératifs AI, des analytics et notre plateforme agentique. Rapidement, pour vous montrer, le AI Data Platform, c'est quoi exactement en mode l'architecture haut niveau? De côté gauche, je vais commencer avec les différentes sources de ingestion des données. Et à droite, ce sont les consumers des données. Par exemple, une application analytique ou une application tout court développée dans une différente technologie. Et en milieu, on va trouver cette plateforme. Et pour stocker, on a la base Autonomous et on a le Object Storage. Une couche d'intégration que, par exemple, là, le démo est surtout autour des fichiers CSV, mais on peut imaginer les différentes sources de données en mode Golden Gate, une intégration en temps réel, etc. Pour une architecture qui est assez connue dans le marché, une architecture médaillon, qu'on va commencer à une couche bronze. Euh, on va traiter les données et mettre en mode silver, c'est-à-dire une première version des données traitées, et ensuite une version finale qu'on met en disposition des utilisateurs, ce qu'on appelle en général une couche gold, avec une couche de catalogue des données qui vous permet d'avoir la visibilité et ensuite vous permet de gérer la gestion de sécurité, les accès à des données et nos différents services de l'IA qui permet d'utiliser finalement ces différents services d'IA pour les différents besoins, par exemple, le service conversationnel on a parlé. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement, la data engineer? En fait, elle va faire une pipeline des données, elle va prendre une première niveau, les données, juste une ingestion des différentes sources CSV et transformer en mode Delta Tables. Si vous ne savez pas, vous pouvez poser la question, on peut essayer de répondre plus tard, c'est quoi les Delta Tables? Et transformer en couche Silver, en différentes transformations et puis ensuite, une couche or en gold layer qui est stockée sur ce qu'on appelle aujourd'hui un autonomous lakehouse. C'est ce qu'anciennement on appelait un autonomous data warehouse. Et elle va ensuite créer un end-to-end pipeline de tous ces composants qu'on a vus. Ça soit mis en place en mode une end-to-end pipeline dans un workflow. Et là, en fait, on a préparé un petit vidéo de ce qu'on a fait concrètement. Ça, c'est ce que vous voyez, cette interface ici, ça, c'est ce qu'on appelle le AIDP Workbench. Le Workbench, c'est quoi? C'est un espace dédié, en fait, quand vous allez venir sur OCI, vous allez venir connecter à cet espace et ça vous met en disposition les différents types de machines, de compute pour les transformer, ces données. Ça vous met en disposition le object storage. Ça vous met en disposition un espace pour créer vos projets, stocker vos notebooks, etc. Ce qu'on va faire une petite démonstration ici. Donc, on a vu là ces différentes CSV qu'on va créer derrière des différentes notebooks et on va les transformer. Une première étape, on va aller juste prendre les données de CSV. On va créer les delta tables derrière. Là, en fait, on va créer un cluster. Le cluster est en mode Spark. Là, ce que vous êtes en train de voir, en fait, vous avez la flexibilité de choisir les machines que vous voulez. Vous pouvez mettre des timeouts ici. Les timeouts, c'est quoi en fait? Si votre process, par exemple, prend 1 heure, vous n'êtes pas obligé de garder les machines pour l'éternité. Donc, pour les raisons de coût, vous pouvez les arrêter ensuite. Et ces clusters Spark, vous pouvez venir dans vos espaces de travail, les workspaces. Ça, c'est l'adresse de stockage qui est où vos CSV sont stockés dans un object storage. Vous pouvez définir un volume aussi qui est dans votre object storage. Là, voilà, ça, c'est les notebooks Python. Vous pouvez utiliser les mêmes notebooks en mode SQL, Python. Il y a la possibilité de faire Scala aussi, donc utiliser le langage où vous sentez à l'aise. Donc là, on a défini les sources et les targets.
on cherche les données de CSV, on va définir un schéma et ensuite on va les stocker ces données dans un mode Delta Tables. Et là, on va faire une petite aperçu de finalement, en fait, qu'est-ce que j'ai stocké dans mon data frame là sur un Spark data frame. Là, dans la deuxième étape, on va prendre ces données stockées dans les Delta Tables et ensuite, on va commencer à prendre les données de différentes sources, par exemple les données de course, les données des pilotes, faire les jointures et calculer les différents rankings. On pourra ajouter les champs, par exemple ici un ingestion date qu'on a rajouté. Et on va ensuite prendre ces données en mode traitement et on va les stocker sur une base de données autonomous. Là, par contre, pour vous dire que stocker dans une base autonomous, c'est pas une obligation, mais c'est surtout en fait pour les raisons de performance. On peut tout à fait garder les données encore une fois dans l'object storage pour les raisons de coût, mais on peut avoir un certain nombre d'applications où j'ai besoin de la performance assez rapide, quand on parle des microsecondes, des millisecondes de temps de réponse. Donc, dans ce type de use case, d'avoir une base donnée, elle est tout à fait légitime et importante dans certains cas. Et ensuite, les différentes rankings, par exemple, des différents types de rankings qu'on a calculés ici. Et là, on revient sur la base parce qu'on a stocké comme sur une base autonomous. Là, ce qu'on voit, en fait, on a pu calculer les différents rankings. Là, par exemple, Alonso, il a le même nombre de wins que Michael Schumacher, mais il a plus de points, 134, que Schumacher, il a 121. Et là, en fait, les notebooks qu'on a créés, on peut les utiliser, les différents notebooks, dans un flow qui peut être schedulé, par exemple, tous les jours, 2 fois par jour, etc., pour les pouvoir récupérer ces données. Là, c'est un outil dans la plateforme qui vous permet de définir un flow, ce qu'on appelle un job, qui peut être exécuté pour pouvoir avoir un flux régulier de ces données. Voilà, on voit ici comment on peut créer le schedule. Et voilà, c'est fini. Donc, Data Engineer vient de préparer les données et ensuite, il y a Nicolas qui va nous montrer la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on a fait dans la prochaine étape? Merci Khalil. Donc, je vais prendre la main et partager mon écran pour la suite de la présentation. Donc, je me présente déjà. Je suis donc Nicolas Desira. Donc, je suis cloud ingénieur, cloud architecte également chez Oracle depuis à peu près une vingtaine d'années. Et donc, je vais continuer la session démarrée par Khalid jusqu'à présent. Donc là, au point où on est arrivé sur notre processus, hein, on est dans cette étape. Les données sont donc prêtes, elles sont nettoyées. Donc à ce moment-là, le data scientist peut commencer à démarrer son processus de création de modèle. Pour ce faire, elle va se connecter donc à la couche de données Gold pour accéder aux données qui sont préparées, puis ensuite utiliser l'OML Notebook pour explorer les données, sélectionner les colonnes et avoir le jeu de données d'essai le plus pertinent pour la question précise. Tout ça, l'objectif, c'est bien sûr d'entraîner des modèles de machine learning afin de prédire les résultats des courses. Donc, une fois que ce sera fait, la dernière étape, ça va être de publier le modèle pour que ça puisse ensuite être utilisé par exemple, avec des dashboards ou avec des agents conversationnels par les équipes d'analyse ou les équipes métiers. Donc, avant de passer à la démo qu'on a enregistrée sur cette partie-là, je vais quand même revenir sur deux, trois notions qui sont abordées, et notamment la notion d'OML Notebooks. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc OML, c'est quoi? OML, c'est l'acronyme pour Oracle Machine Learning. Donc Oracle Machine Learning, c'est une solution qui existe en fait depuis 20 ans dans la base Oracle. En fait, ça s'appelait avant Advanced Analytics et c'était une option. Et depuis 2019, on peut maintenant, ce n'est plus une option, donc c'est utilisable dans n'importe quelle édition de la base de données Oracle, qu'elle soit Enterprise, Standard ou même en Free Developer. Donc on peut utiliser cette option sans aucun surcoût, c'est inclus et gratuit.
Et donc, on a remplacé cette option et donc on a renommé cette partie Advanced Analytics en Oracle Machine Learning. Donc, l'objectif de cette fonctionnalité, c'est de fournir donc, des algorithmes de machine learning directement disponibles dans la base, dans lesquels on va pouvoir les entraîner et créer des modèles directement dans la base. Donc, le gros intérêt, évidemment, c'est que les données restent dans la base. Donc, en termes de sécurité, va profiter de toute la couche de sécurité de la base Oracle. On n'aura pas besoin de sortir les données pour les mettre à disposition des développeurs, par exemple. Donc, elles vont rester protégées dans la base. Et puis aussi, en termes de performance, on aura bien sûr, on va pouvoir profiter de toutes les facultés des performances que offre une base Oracle. Et donc, ça va pouvoir profiter finalement au processus de création des modèles de machine learning. C'est une solution qui est en constante évolution, puisqu'on rajoute régulièrement des algorithmes disponibles dans cette solution au fur et à mesure des versions. Et maintenant, on arrive à une trentaine d'algorithmes qui couvrent les cas différents de machine learning plutôt classiques, hein, tels que la classification, le clustering, par exemple, ou la régression linéaire. Cette option, excusez-moi, cette fonctionnalité, elle est disponible en langage SQL. Donc, on peut travailler directement en SQL dans la base et créer ses propres modèles dessus. On peut aussi l'utiliser en mode Python ou en mode R. On a rajouté ces possibilités puisque la plupart des data scientists, comme vous le savez, utilisent souvent les langages Python ou R pour construire le modèle. La deuxième notion, c'est la partie notebooks. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déploie une base de données autonome, on a toute une série d'outils qui sont mis à disposition. Et parmi ceux-ci, on a une interface pour la partie OML, donc Oracle Machine Learning, et à l'intérieur avec des notebooks qui sont préconfigurés et qui permettent donc d'utiliser le machine learning de manière simple sans avoir rien à configurer. Donc, ce notebook, il est basé sur Apache Gplin et il permet de travailler en mode graphique avec du SQL ou du Python. Donc directement sur les données en base pour toute la phase de préparation de la donnée et également pour la construction des modèles, hein, que ce soit de la prédiction, de la qualification, du clustering, etc. Et ce notebook, il est automatiquement provisionné, comme je vous le disais, et dès lors que l'on crée une base de données autonome, et il est entièrement managé et géré par Oracle. Donc, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Et à l'intérieur de cette interface OML, on a aussi la possibilité d'avoir une interface qui fait de l'auto-ML. Donc AutoML, comme son nom l'indique, hein, ça permet d'automatiser les tâches de création de modèles et ça vient en complément du notebook OML dont j'ai parlé précédemment. Donc c'est une interface qui est en mode no-code. Donc ça permet d'améliorer la productivité, par exemple, des data scientists, hein, parce que ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Mais c'est aussi pratique pour des utilisateurs qui seraient non spécialistes et qui voudraient créer des modèles de machine learning. Ça permet de le faire de manière assez simple, sans finalement connaître en détail quels sont les algorithmes, quels sont les modèles qu'il faut utiliser dans tel ou tel cas. Donc ça permet vraiment de faciliter l'utilisation du machine learning dans la base. Donc, comme vous le voyez, hein, l'AutoML, c'est tout un processus qui va permettre d'automatiser toutes les tâches de création d'un modèle. Les tâches qui sont normalement, bien sûr, manuelles, et tout ça afin de faciliter la recherche du meilleur modèle pour une problématique précise. Donc, dans notre cas, là, on va essayer de prédire le résultat d'une course en fonction des jeux de données dont on dispose. Donc, il va falloir utiliser un modèle donc, de régression linéaire, puisque c'est une valeur numérique que l'on recherche. Et donc, dans ce cas, AutoML va tester donc, tous les algorithmes qui sont liés à la régression linéaire dont il dispose. Il va aussi optimiser le jeu de données pour qu'on ait un sampling de données qui soit cohérent et qui soit pertinent par rapport à ce que l'on recherche à prédire. On va aussi essayer de sélectionner les colonnes qui seront les plus caractéristiques et qui auront les meilleurs impacts sur le modèle. Et puis aussi adapter tous les paramètres du modèle de manière à ce que le modèle soit plus performant. Et en sortie du processus, on aura plusieurs modèles qui vont être générés avec chacun leur score de confiance, leur R-square par exemple, et on pourra ensuite sélectionner le meilleur modèle pour ensuite le déployer et le mettre à disposition des métiers. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la petite démonstration qui vient en mode graphique. Donc je vais démarrer déjà ça et démarrer la partie. Donc, dans cette démo, ce qu'on va faire en tant que data scientist, c'est qu'on va créer et déployer un modèle de machine learning donc, afin de prédire le classement des pilotes de Formule 1. Donc, on va utiliser le notebook AML. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'interface générale d'Oracle Machine Learning. Donc, c'est la page principale. De là, on va aller sur un notebook qu'on aura déjà pré-créé, bien sûr, pour l'occasion, dans lequel il y a un certain nombre d'actions qui vont être effectuées. Donc, comme vous allez le voir, on a là plusieurs cellules. Donc, la première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est que ça va consister à vérifier les données qui sont en entrée. Donc, comme on travaille directement dans la base, on va lire directement les bases dans les tables. Et donc, dans cet exemple, on va explorer trois tables.
Une pour les classements, une pour les pilotes et une pour les constructeurs. On va donc faire quelques vérifications rapides. On va examiner la structure, les dimensions, les noms de colonnes pour nous assurer que tout semble correct. Et une fois qu'on a fait ce travail, on va fusionner ces données en une seule en fait. Et on va donc joindre les trois tables pour créer une nouvelle table qui va relier les statistiques des pilotes avec les informations sur les équipes. Et puis ensuite, on va nettoyer un petit peu ces données, normaliser les noms de colonnes, sélectionner uniquement les caractéristiques les plus pertinentes, telles que la course, l'année, par exemple, l'équipe, les points, la victoire, la nationalité, etc. Et une fois que ça c'est correct, on va enregistrer ça dans la base de données, dans une nouvelle table qu'on va appeler F1 Features. Et donc cet ensemble de données nettoyées, ça va nous servir de données d'entraînement pour le modèle. Donc maintenant que les données sont prêtes à être utilisées, on va utiliser donc la partie AutoML, comme je vous le disais, hein. Donc là, on va aller. Alors, on a déjà fait ce travail évidemment en amont parce que ça peut être une tâche qui est relativement longue et consommatrice suivant le volume de données, hein, forcément. Donc là, vous voyez l'interface une fois qu'on a fini de construire les modèles. Donc la phase d'avant elle est importante hein, parce que c'est un travail qu'on fait. Alors là, c'est simplifié bien sûr, mais c'est un travail qui est très important parce que c'est un travail qui est fait systématiquement par les data scientists. Le fait de préparer correctement les données pour qu'elles soient le plus propres possible et qu'on ait les meilleurs résultats, c'est vraiment très important cette phase-là. Donc, en sortie d'AutoML, on aura balayé l'ensemble des algorithmes de régression linéaire pour déterminer le rank, donc la position des coureurs dans les courses. On va indiquer finalement quelles sont les colonnes dans ces modèles qui seront les plus caractéristiques et auront le plus d'impact sur la qualité du modèle. Et ensuite, on va, en sortie, comme vous le voyez, avoir un certain nombre de modèles qui ont été générés avec leur score de confiance. Et là, on voit que le premier, il a un score à 0,90 en R-square, donc ce qui est quand même un score relativement correct, hein, plutôt performant. Et donc ce modèle, il va être directement utilisable maintenant. Et le dernier objectif, ça va être de le déployer pour le mettre à disposition des métiers. Donc on peut le déployer soit dans l'interface précédente, soit sur cette fenêtre-là. On peut, dans l'ensemble des modèles, on peut sélectionner le modèle qu'on va vouloir déployer. Donc dans tout cas, c'est le modèle de support vecteur machine qu'on vient de créer. Et on va cliquer sur déployer. Donc ça a déjà été fait. Une fois que c'est fait, on accède à la fenêtre déploiement. Et là, dans les déploiements, on a la possibilité d'inspecter le modèle, donc ses caractéristiques. Et surtout, très important, on va pouvoir accéder à toute l'information sur l'URL et sur la manière dont on va pouvoir fournir les API aux développeurs pour qu'ils les utilisent de manière programmatique, soit dans des dashboards, soit dans des tableaux de bord, soit, excusez-moi, soit dans des agents conversationnels, dans des programmes, etc., pour être utilisés ensuite par les métiers. Donc là, on a fini cette tâche maintenant qui consiste à créer les modèles pour prédire les données. Et on va ensuite passer la main à nos collègues analystes et métiers pour qu'ils continuent à travailler sur le sujet. Donc Sandy, je te repasse la main maintenant. Et merci. Merci. Merci Nicolas. Donc, je me présente déjà. Est-ce que, Nicolas, tu peux arrêter le partage? Donc, c'est Sandy, Analytics Black Belt. Je vais juste partager mon écran. Comme ça, hop. Je travaille chez Oracle depuis à peu près un an sur les techno analytics Oracle Analytics Cloud, Oracle Analytics Server. Et je vais vous montrer, donc suite au machine learning model que Nicolas nous a montré tout à l'heure, on va pouvoir modéliser toutes ces données avec les prédictions qu'on a pu sortir des modèles machine learning. Mais déjà, une petite présentation sur Oracle Analytics. Donc, c'est pas juste un modèle, un outil de visualisation, c'est tout un data platform qu'on pourra travailler dessus. Déjà, ça répond aux besoins de governed analytics, des différentes lines of business et les augmented analytics. Donc, déjà, comme en data platform, on peut commencer à connecter tous nos données. On a un peu plus que de 100 différents connecteurs, que ce soit des applications Oracle, non Oracle. Et bien sûr, on peut se connecter sur des fichiers, sur des multi-clouds, sur des différentes applications et même connecter des différentes requêtes dessus. Et puis après, on va préparer nos données
On a différents types de préparation. Donc, on a déjà le dataset profiler, donc ce qui va nous comme échantillonner ce qu'on a dans notre data comme profil, comme c'est quoi les différentes colonnes qu'on a, entre quelle valeur et quelle valeur, quelles sont les anomalies qu'on a dessus. Et en plus, on a le data flow, là, qui pourra nous... en fait, là, on pourra créer des data pipelines pour faire des filtrages, ajouter des colonnes, faire des jointures, faire des beans, faire des unions et même les sauvegarder dans de nouveaux datasets ou même les sauvegarder dans notre Autonomous Data Warehouse en tant que nouvelle table. On pourra aussi modéliser nos données avec le modèle sémantique ou soit avec les différents datasets pour finalement avoir l'analytics experience. Donc, on pourra les explorer dans des différentes workbooks, des reports, des dashboards. On a des auto-insights. Donc, c'est le modèle qui va nous recommander des visualisations que nous, on n'a pas, peut-être on n'a pas considérées. On pourra les partager avec l'extérieur, même on peut les enregistrer dans des différentes applications comme Microsoft Teams ou Slack. On peut même les exporter, on peut les partager avec nos collègues dans l'application Analytics. Et aussi, on pourra les consommer, soit par exemple dans des dashboards, des applications mobiles, des APIs, etc. OK, parlons un tout petit peu sur les capabilities de Oracle Analytics Cloud, justement sur les machine learning. Oracle Analytics Cloud analyse automatiquement vos données. Donc, ça, c'est la feature Auto Insights qu'on peut avoir, donc ce qui vous aide à accélérer votre analyse et à découvrir des informations auxquelles vous n'avez pas peut-être pensé. Donc, vous pouvez les ajouter tout de suite. En un seul clic, les utilisateurs peuvent ajouter des prédictions. Donc, comme ici, on peut avoir le forecast, même ajouter des trend lines et même faire le cluster de nos données, tout en un simple clic et même les transformer en des calculs réutilisables dans la suite. Aussi, en quelques clics et sans programmation, la fonction Explain vous aide à découvrir ce qui influence vraiment vos indicateurs clés, même en identifiant les basic facts, les insights. Même on a aussi des anomalies que vous pouvez découvrir tout de suite avec cette feature Explain, sans même faire l'effort de développer ou d'écrire un code. Aussi, Oracle Analytics rend machine learning facile à tout le monde. Ça vous permet de construire et entraîner et enrichir vos datasets sans code avec des modèles machine learning que vous avez déjà dans Train Numeric Prediction ou bien AutoML et les publier pour que vos utilisateurs puissent les utiliser. On peut même aller encore plus loin avec machine learning grâce à l'intégration à Oracle Analytics Cloud avec Oracle Database. Autonomous et même les services IA qui sont directement sur OCI, qu'on pourra directement les consommer et commencer à faire des modèles d'IA dessus, comme par exemple, là, on détecte les différents objets ou les face detection sur nos images qui pourront être sur des buckets ou des trucs extérieurs. Après, passons par comment Oracle Analytics permet nous préparer et enrichir nos datasets. Comme on en avait parlé, Oracle Analytics peut se connecter à plusieurs sources de données, que ce soit Oracle ou non Oracle. On pourra partager ces connexions en toute sécurité. Et même, on peut inclure des fichiers Excel ou CSV afin de consolider toutes vos données dans cette application. Et même, on peut créer des modèles de données comme des données fiables en gérant les sources physiques. Donc là, par exemple, on crée avec le Semantic Model. Et même, on pourra faire toute une équipe qui pourra travailler dessus avec l'intégration sur Git. Avec le data profiling, le dataset editor, on pourra faire un profil dessus sur nos données et même détecter des anomalies. Par exemple, là, ici, le city, on pourra voir le rouge ici, qu'il y a un truc qui n'est pas normal ou bien une donnée mal intégrée dans nos données. Donc, ce qui pourra nous donner plus d'insights sur nos data et ce qu'il y a dessus. Et puis, les data flows vous permettent, comme on avait parlé, de créer des transformations de vos données complexes et automatiser le workflow. On peut aussi les planifier et
même les faire sur des schedules et même faire plusieurs data flows qui s'exécutent l'un à la suite de l'autre. OK. Donc, c'est un tout petit peu une introduction de Oracle Analytics. Donc là, maintenant, passons à... on va, enfin, suite au modèle machine learning qu'on en avait travaillé et que nous allons générer des prédictions. L'étape suivante consiste à transformer ces prédictions en de vraies décisions. Donc, nous allons le faire à travers des tableaux de bord, qu'on en avait parlé. À ce stade, nous avons enregistré le modèle machine learning directement dans Oracle Analytics Cloud. Et donc, le développeur BI va concevoir tous ces tableaux de bord qui combineront les données réelles justement de Oracle Red Bull Racing. Et on va aussi combiner ces données avec les résultats qui sont prédits, avec des scénarios hypothétiques, et ce qui rendra la démonstration réellement concrète à la fin pour les stratégistes et les diffuseurs et les fans F1. Donc, nous aurons donc des tendances de performance de pilote, l'efficacité des arrêts au stand et les probabilités de résultats des courses. Et donc, nous pourrons interagir facilement avec ces informations et exploiter les résultats finaux. Donc, je vais aller rapidement sur mon instance Oracle Analytics. Voilà. OK. Donc, en tant que développeur BI, on va créer ces différents tableaux de bord dynamiques dans Oracle Analytics Cloud qui combinent des données réelles de course avec des résultats prédits à partir de nos modèles de données machine learning. Donc, on va commencer par le tableau de bord Season Overview. Ici, nous pouvons analyser les performances de nos équipes, les résultats des courses et les régularités des pilotes sur plusieurs saisons. Et donc, à partir de cette vue, par exemple, on pourra voir qu'il est clair que Mercedes domine avec un taux de 52,2%. Et si on clique dessus, il y a la fonctionnalité brushing qui va nous souligner les rapports avec ça. Donc, le team Mercedes, à côté, il y a le driver Hamilton qui est aussi en tête parmi les pilotes avec à peu près 40% des victoires totales. Et donc, pour les stratèges de course, par exemple, cela aide à identifier quelles équipes et quels pilotes maintiennent leur performance et des différentes conditions. Pour les fans, par exemple, et les diffuseurs, cela offre un contexte historique mettant en avant des périodes de domination ou des saisons de retour de manière interactive et basée sur les données. Après, si on passe maintenant en bas sur Yearly Performance Trends, nous pouvons voir comment le succès des équipes évolue au fil du temps. Par exemple, en 2019, là, on peut voir que Hamilton a remporté 11 victoires, suivi de Bottas, juste à côté, avec 4 victoires, illustrant clairement la performance exceptionnelle de Mercedes de cette année-là. Donc, les stratèges, par exemple, utilisons cette information, cette vue, par exemple, pour comparer la régularité des équipes, tandis que les diffuseurs, par exemple, peuvent utiliser ces visualisations pour raconter des histoires de saisons captivantes pendant les lives en live couverture ou les analyses des avant-courses. Ensuite, en bas, on pourra aussi comparer les points et les classements. Ici, par exemple, on peut voir dans les points, Ferrari mène au niveau du total des points, tandis que Hamilton continue de dominer le classement des pilotes. Donc, cela aide les stratèges à évaluer la contribution des pilotes aux résultats de l'équipe et permet aux fans, par exemple, d'explorer des performances de leur équipe préférée au fil du temps. Donc, là, maintenant, si on passe au deuxième canvas, ici, on va nous concentrer plus sur les prédictions qu'on a eues, donc les résultats des prédictions qu'on a eues du modèle machine learning que Nicolas nous a montré. Et donc, ce modèle, il est entraîné par des attributs différents de performance. Donc, par exemple, le premier graphique montre une relation inverse entre le classement et l'âge du pilote. Donc, indiquant en général que plus le pilote vieillisse, plus son classement tend à légèrement diminuer.
Et ensuite, par exemple, le classement par rapport à la vitesse moyenne et au score total, ce qui donne des informations aussi précieuses sur la corrélation entre les indicateurs de performance et les classements globaux des conducteurs. Donc, les stratèges de course peuvent utiliser cela pour prévoir des futurs classements ou identifier de nouveaux talents prometteurs. Tandis que, par exemple, les diffuseurs peuvent transformer ça ces analyses en récit d'avant-course, par exemple, qui a le plus de chances de monter sur le podium ce week-end. En résumé, en combinant toutes ces informations, toutes ces données de course avec des analyses prédictives, nous avons pu transformer l'analytics en un outil de stratégie et de narration en temps réel aux différents publics, notamment ici les services de stratèges, les fans et les diffuseurs. Donc là-dessus, on a pu voir les différents résultats sur les tableaux de bord. Dans la suite, nous allons explorer comment les Custom AI Agents pourront nous aider à faire plus des modèles plus custom pour nos publics. Donc là, je vais passer la main à Salem. Merci. Merci Sandy. Je partage mon écran. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, moi c'est Salem Khalil. Ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Oracle et je suis architecte sur la partie OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure et intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la partie AI Agent, donc comment voir des cas d'usage autour des Race Conversational Insight, donc des conversations à avoir. Donc l'objectif est de montrer et- ok. L'objectif est de montrer du coup comment un AI agent peut aider différents profils, donc des race stratégiques, des data teams, mais aussi des fans ou encore des broadcasters à interagir avec des données de course en langage naturel. Donc la logique elle va être simple. Au lieu de demander à des utilisateurs de naviguer dans plusieurs bases de données, dashboards ou documents, on leur donne un point d'entrée qui sera unique et conversationnel, capable d'interroger à la fois des données internes et externes. Donc, dans ce scénario-là, il y a l'IA développeur qui va créer un agent qui peut accéder du coup aux datasets qui seront disponibles, comprendre les informations sur les pilotes, comme les noms, les nationalités, les performances historiques, et restituer une vue unifiée des données de course. Donc, ensuite, les utilisateurs peuvent poser des questions simples, par exemple, quels étaient les 5 meilleurs pilotes chaque année, et l'agent va comprendre la demande et va interroger les bonnes sources, puis retourner à un classement basé sur des points. L'intérêt ne va pas s'arrêter à une simple requête. Un race stratégique peut aussi demander un rapport complet sur un pilote, comme Lewis Hamilton par exemple. L'agent va alors combiner des statistiques, les performances historiques et les éléments narratifs pour produire une synthèse claire et exploitable. Et enfin, on a l'agent qui peut être enrichi avec des données web récentes afin d'intégrer les dernières saisons et générer des analyses plus à jour. Donc, par exemple, la domination récente de Max Verstappen. Donc, ce que nous voulons démontrer ici, c'est que l'IA agent n'est pas simplement un chatbot. C'est une couche intelligente au-dessus de la data platform qui sera capable de transformer des données complexes en insights qui vont être plus actionnables et plus rapides et plus compréhensibles pour les architectes. Donc, maintenant que le contexte est posé, je vais passer à la démonstration. Donc, dans cette démo, on va voir comment un assistant IA qui est powered by Oracle Generative AI, Select AI et des MCP Server peut répondre à des questions complexes autour de la Formule 1. Donc, l'objectif est de démontrer de démontrer un assistant intelligent qui est capable de combiner à la fois plusieurs sources d'informations en temps réel, donc à la fois des données structurées sur des courses et des pilotes, des documents qui seront non structurés comme des profils et des drivers par exemple, des résultats issus des modèles de machine learning et également des informations qui vont provenir d'Internet. Donc l'idée va être de permettre à des équipes comme des ingénieurs dans des paddocks, aux race strategics, aux data analysts et même aux broadcasters d'interagir avec ces données-là simplement via une conversation sans avoir à écrire du SQL et de chercher dans différents systèmes
la donnée et de la trouver très rapidement. Donc, dans cette démo, notre assistant va pouvoir accéder à trois grandes sources de données. Donc, la première va être Oracle Database. Donc, il va contenir tout l'historique des courses, des pilotes, des classements et des équipes. La deuxième va être Oracle Vector Store, donc dans laquelle seront stockés tous les documents non structurés comme des profils de pilotes en format PDF. Et la troisième va être le web search, donc Internet, donc pour aller chercher des informations qui sont pas encore mises à jour dans le système. Donc on va commencer par la première question on va aller interroger du coup la base de données. La première chose qu'on va demander, c'est de lister toutes les tables disponibles dans la base de données Oracle, qu'on va utiliser pour cette démo-là. Donc on lui dit list all available in the Oracle F1 user schema. Et si on regarde les logs en parallèle, on voit ce qui se passe derrière l'interface. Donc le LLM va comprendre que la question nécessite une requête SQL et il va donc appeler l'outil Generate SQL, qui va traduire la demande de l'utilisateur en une vraie requête SQL. Donc ensuite, toute la transformation se fait et on obtient du coup la liste des tables disponibles dans la base de données. Donc on aperçoit du coup F1 constructor, F1 driver, F1 driver ranking et F1 team ranking. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur n'a pas eu besoin de connaître la structure de la base, ni les noms des tables, ni la syntaxe SQL. Il va juste poser poser une question métier, et derrière, il y a Select AI et les LLM fournis par Oracle Generative AI qui vont transformer cette question en requête SQL. Donc maintenant, on va poser une autre question, donc plus métier, on va demander à l'assistant d'afficher les données concernant certains pilotes, donc Verstappen, Hamilton, Norris ou encore Leclerc. Et encore une fois, la question est posée en langage naturel. L'assistant va comprendre qu'il doit interroger des tables des drivers, donc générer une requête SQL, et on voit, encore une fois, dans les logs, qu'il va aller chercher l'outil Generate SQL, puis exécuter cet SQL-là. Donc le résultat affiche des informations disponibles sur les pilotes, donc leur identifiant, leur nom complet, leur nationalité, leur date de naissance, donc un peu tout sur leur vie. Et on voit aussi que la recherche retourne également Jos Verstappen, donc qui est le père de Max Verstappen. Donc c'est un point intéressant parce que l'assistant, il va pas se contenter de donner une réponse ferme. Et donc il sera très ouvert à même de l'historique. Donc cette capacité est très utile pour des races stratégiques, encore des broadcasters, s'ils veulent rapidement interroger l'historique des pilotes, vérifier des faits ou encore retrouver des records assez facilement. Ensuite, la troisième partie que nous allons réaliser, c'est que nous allons utiliser du coup Oracle Vector Store. Donc il va contenir tous les documents PDF. Donc que ce soit du contenu narratif, que ce soit des carrières, palmarès ou autre. Donc on va demander what documents are available in the F1 Profile Collection. Et l'assistant comprend qu'il ne doit pas interroger du coup une table SQL, mais une collection documentaire. Donc il effectue donc une recherche dans le Vector Store pour retrouver ces documents-là. Donc on voit qu'il liste les documents disponibles. Donc là, on va lui demander d'aller un peu plus loin, de nous montrer le Lewis Hamilton Profile. On va attendre qu'il le fasse. Ensuite, à ce moment-là, l'assistant va rechercher du coup tout le document correspondant pour générer une synthèse sur le profil de Lewis Hamilton. Donc on obtient vraiment un résumé détaillé de sa carrière, avec ses débuts et ses grands accomplissements. Ce qui est important ici, c'est que l'assistant il va combiner une capacité de recherche à la fois sémantique avec la génération de texte. Donc il va pas simplement faire une recherche de mots-clés, il va comprendre la demande, va retrouver le bon contenu et la transformer en réponse claire et exploitable derrière. Donc on remarque aussi que des informations présentes dans le document, ils vont seulement jusqu'à 2024. Donc on va essayer d'aller poser une autre question, aller essayer d'utiliser le tool Web Search, donc pour trouver les dernières informations à jour sur les top 5 drivers entre 2021 et 2024. Donc l'intérêt ici, c'est que certaines informations, ils sont pas forcément présentes dans la base de données, donc ou dans les documents internes qu'on a mis en amont. Donc l'assistant va commencer et si on voit bien dans les logs, on voit qu'il va tenter d'abord d'aller chercher l'information dans la base de données. Et lorsqu'il identifie que les données ne couvrent pas complètement la période demandée, il va basculer vers l'outil de recherche, du coup, Internet. Et ça, c'est un point très important parce que dans une approche agentique, l'assistant, il va pas suivre un chemin figé.
il choisit dynamiquement le bon outil en fonction de la question et la disponibilité des données. Et ici, il va récupérer du coup le classement des saisons de 2021 à 2024 du coup pour les top 5 drivers. Donc cette capacité va permettre aux stratégiques aussi de comparer les données historiques internes avec des informations beaucoup plus récentes. Et elle permet aussi à des broadcasters de garder leurs commentaires à jour et leurs informations à jour. Donc on va passer dans une logique on passe d'une logique de je cherche dans un système spécifique à une logique de plus je pose ma question et c'est l'agent qui va choisir la meilleure réponse, la meilleure source disponible pour vous. Ensuite, la dernière partie qu'on va voir dans cette démo-là est l'appel à un modèle Oracle Machine Learning. Donc, on va se connecter à un modèle de machine learning qui a déjà été déployé en amont. Et on ne va pas seulement rechercher ou résumer de l'information, on va faire des prédictions. Donc, on va poser une question, donc predict sur 2025, si une personne de 30 ans qui a 0 points et qui a 120 millions de dollars de budget, quelle place il terminerait la course. Donc, l'idée, c'est de tester un scénario hypothétique, hein, et l'assistant comprend que cette demande nécessite du coup un appel à un modèle prédictif. Donc, dans les logs, là, ici, on voit bien qu'il fait appel au bon outil MCP, donc OML Predict. Donc, les paramètres extraits de la question sont transmis au modèle, et le modèle a retourné du coup que le résultat estimé serait autour de la 7e place du classement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur n'a pas besoin du coup d'interagir directement avec le modèle de machine learning encore une fois. Donc, ni de connaître des paramètres techniques. Il décrit simplement son scénario en langage naturel et l'agent va se charger de préparer du coup l'appel au modèle, d'exécuter la prédiction et de restituer du coup le résultat de manière compréhensible. Donc, du coup, pour résumer cette démo-là, cette démo montre comment un assistant agentique peut du coup unifier plusieurs capacités dans une seule expérience conversationnelle. Et la valeur principale, c'est que l'utilisateur reste dans la conversation, mais derrière, l'agent va orchestrer du coup plusieurs outils d'entreprise, donc comme la base de données, les documents, le web search avec Internet, le machine learning. Et donc, pour un cas d'usage comme la Formule 1, ça va permettre d'accélérer du coup l'accès à l'information et de produire des analyses qui vont être beaucoup plus riches, de tester des scénarios et d'aider les équipes à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Du coup, pour les restes stratégiques, l'agent va permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement, comme je vous l'ai dit. Et même dans un contexte qui va être incertain, il pourra avoir accès à toute la partie conversationnelle et les prédictions qui vont être là. Donc pour les fans et les broadcasters, ça va leur permettre de générer qui vont être beaucoup plus instantanés, qui vont être plus explicables et faciles à raconter pour enrichir du coup l'expérience autour de la course. Pour les data architectes, la valeur va plus être d'avoir une fondation de données qui va être unifiée, qui va être fiable et qui va éviter toutes les duplications et va garantir toute la cohérence dans leur travail. Pour les data engineers, ça va réduire tout le travail manuel grâce à toute la pipeline qui va être automatisée. Et enfin, pour les data scientists, l'AI et la BI vont donner accès à des données qui vont être beaucoup plus propres, qui vont être plus prêtes et qui vont leur permettre d'entraîner des modèles beaucoup plus rapidement et de créer des visualisations et accélérer l'innovation. Donc, si je dois résumer un peu tout ce qui a été dit dans ce webinaire, donc l'AI Agent va reposer sur plusieurs briques Oracle qui vont travailler ensemble. Donc, on a Oracle Machine Learning qui va permettre de construire et d'exécuter des modèles prédictifs. On a ensuite Oracle Analytics Cloud qui va apporter la visualisation et l'analyse interactive. On a Generative AI qui va comprendre les questions de l'utilisateur et générer des réponses en langage naturel. On a Select AI qui va permettre de transformer une question métier en requête SQL pour interroger directement la base de données. AI Vector Search pour l'accès aux documents structurés et non structurés pour la recherche sémantique. Et enfin, les MCP serveurs pour orchestrer toute la connexion entre l'assistant, les outils et les sources de données. Et le point clé, ce qui va permettre de construire l'application, c'est l'IA Data Platform, sur lequel
tout va reposer. Donc, qui va être connecté aux données de l'entreprise tout en gardant le contrôle sur la gouvernance, la sécurité et la confidentialité de vos données. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va y répondre. Merci à tous. Merci Salem, merci à vous quatre. Je vois qu'on a encore un petit peu de temps, qu'on a deux questions en Q&A. Est-ce que vous pourriez prendre le temps de répondre à ces deux questions? Je vois que la première question, c'est Ouais. est-il possible d'utiliser Oracle Machine Learning depuis mon poste de travail avec Python? Ouais, donc je vais prendre la question. Donc oui, oui, tout à fait. On peut utiliser en fait donc Oracle Machine Learning, comme je vous le disais, c'est dans la base, mais en même temps, on a développé des outils, notamment des packages Python, qui peuvent être déployés directement sur le poste client et qui permettent d'interagir depuis le poste client avec la base. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'utilisateur a l'impression de travailler directement sur son poste de travail, mais en fait, il va faire des appels à la base et en fait, on va transcoder la partie Python en code SQL. Ce qui est très pratique, c'est qu'en fait, pour l'utilisateur, c'est très transparent parce que finalement, il a vraiment des méthodes Python, il a un langage Python, des méthodes Python, tout ce qu'il connaît exactement dans son environnement de développement. Mais en même temps, ça va lui permettre de travailler directement sur la base sans avoir besoin de récupérer les données sur son poste de travail. Et donc, c'est beaucoup plus pratique. Et on a la même chose d'ailleurs, je fais le parallèle avec la partie R. Donc, on peut faire les deux, que ce soit Python ou R, on peut travailler depuis son poste de travail. Et puis, évidemment, SQL aussi, hein, si vraiment on peut, on développe avec SQL Developer ou avec un outil qui permet de se connecter à la base. Et on peut travailler directement dans la base, à créer ces modèles de machine learning directement dans la base, en langage SQL aussi. Merci beaucoup et je vois qu'on en a une dernière qui est doit-on avoir une base de données autonome pour utiliser Oracle Machine Learning? Et ben, alors c'est encore pour moi. Donc, non, c'est pas une obligation. En fait, Oracle Machine Learning, comme je le disais, c'est disponible dans toutes les éditions d'Oracle, que ce soit en free developer, en standard, en enterprise. Machine Learning, c'est compris, c'est intégré, donc c'est utilisable. Et également, évidemment, sur la partie Autonomous, parce qu'Autonomous, c'est aussi une base de données Oracle, hein, avec de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité. Mais c'est aussi une base de données Oracle, donc c'est disponible dans toutes les éditions que ce soit en fait autonomous ou non autonomous. Donc, il n'y a pas de problème pour l'utiliser. Merci et je vois qu'on en a une dernière peut-être avant la fin de cette session qui est combien de temps pour la création d'un modèle Machine Learning? Et ben, je dirais que ça dépend. Donc, ça dépend des données, évidemment, hein. Ça dépend si vous avez 1 million de données. Alors, en général, quand on fait un modèle de machine learning, on travaille sur des échantillons, on ne travaille pas sur l'ensemble de la donnée. Donc, on va créer des vues spécifiques avec les données qui sont représentatives. C'est là où l'OTML est intéressant parce qu'il permet justement de segmenter les données et d'avoir un échantillon qui soit représentatif, mais qui ne soit pas non plus trop complet, parce que sinon, bah, forcément, on va mettre des heures à créer un modèle. Et la partie AutoML, c'est pour ça qu'on ne l'a pas montré, c'est que c'est relativement long, parce qu'on va itérer sur les différents enfin, algorithmes, donc forcément, il y a un peu de temps pour traiter tout ça. Donc, ça dépendra vraiment du jeu de données qu'on a en entrée, mais c'est pas extrêmement long non plus, parce qu'on a quand même pas mal de puissance côté Oracle, donc on arrive à faire des choses quand même correctes. Et puis, en général, on travaille sur les bases de développement, et simplement, ce qu'on déploie, c'est le modèle. Et le modèle, par contre, lui, c'est pas long de l'utiliser. Ce qui est long, c'est la création, mais c'est pas, en général pas sur les bases de production. Donc, il n'y a pas d'impact sur la production, en fait.